On va parler de science et de stratégie climatique. Hein, on a parlé de Montesquieu, là, pendant que vous avez entendu, donc on a un peu campé le décor. Le décor, on est chez Montesquieu, donc on a besoin toujours de se référer à lui. Mais enfin, évidemment, on parle climat et on parle actualité, on parle de ce sujet grave. Tout à l'heure, le maire de La Brède a évoqué donc, les grands incendies qui ont martyrisé le sud Gironde, la Gironde, voilà, donc qui ont été un rappel à l'ordre terrible donc, des changements en cours. Donc science et stratégie climatique, il s'agit donc vraiment non pas de faire un constat des phénomènes, même si, puisqu'on parle de science, on va quand même peut-être évoquer où nous en sommes grâce aux outils de la science, mais on parle bien de stratégie, c'est-à-dire le temps de l'action. Puisque le temps des diagnostics est ouvert depuis déjà longtemps, il ne s'agit pas d'arrêter de faire des diagnostics, mais il s'agit évidemment de passer à l'action, puisque le temps presse. Je crois que tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Alors, 3 invités, donc Bettina Laville, merci, vous êtes conseillère d'État, vous avez co-présidé et fondé, et vous présidez toujours comme président d'honneur, donc le comité 21. Alors le comité 21, ça existe depuis longtemps, ça fait plus d'un quart de siècle que ça existe, créé après la conférence de Rio, je crois, après la conférence du climat de Rio. Absolument, mais je n'en suis, c'est Philippe voilà, de Sertine. Alors justement, donc, Philippe de Sertine, qui interviendra demain, a pris la présidence, mais enfin, évidemment, il vous a laissé la présidence d'honneur, il a bien raison. Je pense que vous formez un duo. D'ailleurs, j'ai constaté que le 6 septembre, vous avez publié tous les deux, sous la même signature, un éditorial donc, du comité 21 qui s'appelle « Intégrer la sobriété dans tous les secteurs de nos vies ». Voilà. Donc je tiens, c'est sur Internet que je l'ai attrapé, mais peut-être pourriez-vous nous dire comment nous le procurer autrement. Est-ce qu'il a déjà été édité, publié dans la presse, voilà. Donc vous avez donc un curriculum vitae long comme le bras. Donc je vais pas. Donc vous avez dirigé le cabinet d'un ministre de l'Environnement. C'était pas Corinne Lepage, c'était Brice Lalonde. Vous avez participé à la préparation de nombreuses conférences sur le climat, Rio, Kyoto, Johannesburg. Vous êtes auteur de rapports sur l'environnement, d'ouvrages, de livres. Quelles solutions contre le réchauffement climatique. Vous avez fondé une revue qui s'appelle Vraiment Durable. Elle existe toujours, cette revue Vraiment Durable? Oui. Elle s'est endormie pendant un moment, mais elle va reparaître en décembre prochain. D'accord. Donc voilà. Donc Bettina Laville, donc vraiment donc un éventail d'expériences très variées qui va nous être utile pendant cette table ronde. À côté de vous, donc Magali Erghezazit. Alors vous êtes géographe. Vous êtes géographe. Vous êtes co-directrice du Centre de formation à l'environnement et Centre de formation de l'environnement et de la société, c'est ça, à l'École normale supérieure, dont vous êtes une ancienne élève. Vous avez consacré une thèse au risque de crue centenale à Paris. D'ailleurs, vous avez Paris coule-t-il, c'était le titre de votre livre donc en 2011. Vous avez consacré de nombreux travaux au risque, à la prévention et à la gestion des crises, et vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat. Voilà. Tout à fait. Et donc Corinne Lepage, qui a été présentée tout à l'heure par Michel Dufrand, dont je rappelle que vous avez été ministre de l'Environnement sous Alain Juppé, donc en 1995. Vous avez été députée européenne, donc députée à Strasbourg entre 2009 et 2014. Vous avez fondé donc, en 1996 CAP 21, alors il ne faut pas ne pas confondre avec Comité 21, CAP 21, donc un petit parti politique. Vous avez d'ailleurs, on se souvient que vous aviez concouru à l'élection présidentielle, c'était en 2002, vous aviez frisé les 2%, mais aujourd'hui si vous vous présentiez, vous friseriez les 20% à considérer évidemment l'importance de la question climatique aujourd'hui. Je crois que vous aviez cherché des parrainages en 2012. C'est quand même scandaleux parce que vous ne les avez pas eus, mais je suis certain qu'aujourd'hui vous les auriez. Et alors vous aviez appelé à voter François Hollande au premier tour en 2012. Voilà, vous avez soutenu Macron en 2017, mais vous avez pris quelques distances, je crois. Peut-être vous en direz un mot. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de parler des présidents qui nous ont gouvernés et qui nous gouvernent, mais plutôt donc de parler de cette question de la stratégie climatique et avec l'outil de la science. Alors, pour refaire un petit lien avec Montesquieu quand même,
Entre l'époque de Montesquieu, dont nous venons de parler, et la nôtre, donc la science, elle a fait des pas de géant. La science de l'époque de Montesquieu, la science d'aujourd'hui, ça n'a vraiment plus rien à voir. Et la connaissance des phénomènes climatiques est aussi incomparable. Même si, on l'a vu tout à l'heure, on s'intéressait quand même aux questions climatiques à l'époque de Montesquieu, et on s'y intéressait même avec des outils, et on s'y intéressait très sérieusement. Alors, je voudrais savoir, laquelle d'entre vous veut commencer, y a-t-il un fossé tellement énorme oui, le fossé il est énorme, mais comment vous le mesurez, comment vous l'appréciez, ce fossé scientifique? En fait, pour faire le lien avec Montesquieu, je dirais plusieurs choses. Je dirais d'abord effectivement qu'on a un progrès des instruments de mesure qui, et par rapport à la question qu'il y a eu sur la précédente table ronde de comment on mesure la température, il s'est passé quelque chose de nouveau dans les dernières décennies, qui est qu'on peut avoir aujourd'hui une vision globale du climat, une vision planétaire. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on avait des séries statistiques localisées qui nous permettaient d'avoir des éléments. Alors, il y a plein de débats extrêmement intéressants chez les historiens sur justement l'unité de mesure, etc. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'avoir cette vision globale, totale, en 3 dimensions, et que ça va avoir 2 conséquences. La première, et ça rejoint aussi ce qu'a dit Catherine Volpiac tout à l'heure sur la théorie D ou du climat et ce déterminisme, c'est qu'en fait, on va passer du compliqué à la complexité. C'est-à-dire, le déterminisme, la première lecture qu'on a eu de Montesquieu, c'était de dire le climat influence les hommes. Et puis, vous nous avez dit pendant toute la table ronde, attention, il y a plein d'autres causalités. Peut-être ce qu'il y a aujourd'hui en plus, c'est qu'on est capable de regarder dans ces causes les interactions et les rétroactions entre ces causes. Et donc, en fait, de comprendre derrière qu'on a ces systèmes qui vont pouvoir être, grâce à des innovations, là aussi, scientifiques, ce qu'on appelle notamment la cybernétique, avoir de la modélisation. Donc, on est capable de mieux observer et on est capable aussi de mieux reconstituer. On est capable aussi de mieux anticiper, de mieux prévoir. Et ça a une conséquence absolument majeure sur la question de notre perception à tous de l'incertitude. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a 3 types d'incertitudes. Et à l'époque de Montesquieu, elles étaient déjà là, c'est pas nouveau. La première, c'est « je ne sais pas parce qu'il me manque des données ». Et grâce au progrès des sciences, de l'observation, de la mesure et de l'instrumentation, cette part d'incertitude sur la donnée, elle est de moins en moins grande. On a de plus en plus de données, de plus en plus précises. Et là, on se retrouve face à 2 autres incertitudes. La première incertitude, c'est l'incertitude que je dirais structurelle, systémique. Il y a des choses que nous ne pouvons pas prévoir, parce que les systèmes sont justement tellement complexes, tellement intriqués, qu'à un moment donné, ils sont ce qu'on appelle chaotiques. Même si j'arrivais à être hyper fort en sciences, je ne pourrais pas le prévoir. Il y a une autre forme d'incertitude, qui est celle qui nous préoccupe aujourd'hui, parce qu'elle est directement en lien avec le politique, avec la décision, avec l'action. C'est le fait de se dire qu'on arrive justement dans des univers où nous sommes capables de mesurer des probabilités. C'est ce qui est dit sur les points que vous avez affichés, ces 10 points du GIEC. Probablement, très certainement. Mais on n'est pas capable de tout dire, on n'est pas capable de tout prévoir. Il reste des marges d'incertitude. Et ce qui est en train de se passer, et je reviens au climat actuel, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire la différence entre le fait établi, le probable et l'incertain. Le fait établi, c'est par exemple que depuis 2000 ans, je dis bien 2000 ans, c'est un fait prouvé, comme la Terre est ronde, comme voilà. La Terre n'a jamais été aussi chaude depuis 2000 ans. La dernière décennie que nous venons de vivre est la décennie la plus chaude depuis 100 000 ans. Ce sont des faits établis. Le niveau de la mer n'a jamais été aussi élevé que depuis 2000 ans. Le niveau des glaciers n'a jamais été aussi faible que depuis 2000 à 3000 ans. Dans notre atmosphère aujourd'hui, la concentration de gaz carbonique est la plus élevée depuis 2 millions d'années. Autrement dit, vous avez raison, nous sommes sur des faits. Ensuite, nous avons des incertitudes, et c'est ce que nous dit le GIEC. On est sûr à 99%, à 95%, à 75%, à 50%. En dessous, on ne regarde pas. Voilà. Tout ça ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Et c'est bien ça toute la difficulté. C'est qu'on a maintenant, et ça nous amène à un dernier point, et je pense que Corinne et que Bettina pourront, dans leur expérience aussi, répondre à ça, c'est qu'on est dans une société où cette perception de l'incertitude est très forte, contrairement à ce qu'on a chez Montesquieu. Enfin, ce n'est pas le même univers. Et on est dans un moment où on confond
le fait scientifique, l'opinion, la croyance. On confond la donnée de l'expertise avec la donnée des sciences, ce n'est pas la même chose. Et on confond la décision politique qui reste le choix, y compris celui de rien faire, avec ce que disent les scientifiques. Juste pour conclure, le GIEC, ce n'est pas un laboratoire de recherche. On n'est pas dans la science. Ce sont des experts qui évaluent. Ce qui veut dire que le GIEC ne préconise rien, le GIEC ne recommande rien. C'est au ministre, au directeur de cabinet, à vous, citoyens, de faire les choix. Alors, j'ai Bettina Laville peut-être, et ensuite Corinne Lepage. Bettina Laville, je n'ai pas précisé que le comité 21, en fait, c'était une structure qui réunissait beaucoup d'acteurs dans le domaine du développement durable. Hein. C'est bien ça? Absolument. Il réunit les collectivités, les entreprises, les ONG, les scientifiques, enfin, pour faire travailler ensemble tout ce monde, parce que nous sommes absolument persuadés, depuis effectivement maintenant 30 ans, depuis Rio, qu'il faut justement que les gens travaillent ensemble et pas en silo. Pour répondre à votre question que Magali a très bien commentée, moi je voudrais dire, en saluant les interventions vraiment de la première table ronde qui était très, très passionnante, moi je suis une passionnée du XVIIIe siècle en plus, donc ça m'a beaucoup plu, que la grande différence entre Montesquieu et nous, c'est que vous avez beaucoup, tous les trois, parlé du fait que, bien entendu, Montesquieu avait une conception à la fois vraie, mais quand même pas complètement vraie par rapport aux outils scientifiques dont il disposait, etc., que l'homme était influencé par le climat, mais il n'avait absolument aucune idée que, en fait, l'homme allait changer le climat. Montesquieu, c'est l'humanisme, c'est le second siècle de l'humanisme, c'est les Lumières, et nous sommes l'Anthropocène. Et ça, c'est une différence absolument fondamentale. Et c'est très, très passionnant, cette différence, parce que le changement est inversé. Donc ça, oui, puisqu'on dit que c'est la révolution industrielle, grosso modo, qui a commencé à inverser les données. Oui, Hein, enfin, l'homme a commencé à influencer le climat. C'est vraiment l'impact des activités humaines et du dégagement des ressources, et en particulier du carbone, qui fait que l'ensemble est bouleversé. Donc, ce qui est très, très intéressant dans cette comparaison, c'est que l'influence est inversée. Mais il y a évidemment une influence homme-nature, simplement pas celle, évidemment, qu'il avait repérée, quoique. Et là, je parle sous l'autorité du membre du Haut Conseil, on voit parfaitement, et le GIEC l'a parfaitement démontré, et c'est pour ça que, d'ailleurs, aujourd'hui, le GIEC s'ouvre aux sciences humaines, en tout cas cette édition du GIEC, alors que ce n'était pas trop le cas auparavant, et donc, et je dirais même presque à la philosophie. Ça, c'est le deuxième point commun. Il n'y a pas que des climatologues purs et durs. Hein, non, mais autant ce que Magali a dit, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons les données, nous possédons la capacité scientifique, et j'ajouterais à ce qu'elle a dit quand elle dit « jamais depuis 2000 ans », je dirais « jamais depuis 2000 ans, virgule, et depuis très peu de temps ». C'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire que le changement, c'est, allez, quand on est très gentil, on dit un siècle, et c'est plutôt 60 ans. Enfin, donc, voilà. Et donc, si vous voulez, ce qui est très, très aussi, ce qui peut faire réfléchir entre Montesquieu et nous, c'est que aujourd'hui, à partir de faits scientifiques, on est obligé de s'interroger sur la capacité de l'humanité à faire face à cet extraordinaire défi qui ne s'est jamais présenté, en fait. C'est-à-dire, comment fait-on, comment l'homme fait à partir du moment où le climat est changé par lui. Et là, on ne peut s'en tirer, alors effectivement, certes, pas par l'opinion et les fake news, mais on peut s'en tirer que d'une part par l'approfondissement de la science et d'une part de technologie, ça c'est clair, mais aussi par la réflexion, et c'est vous citiez la sobriété, alors depuis la crise ukrainienne, la crise de l'énergie, je veux dire, on mange de la sobriété absolument toutes les minutes, mais vous faisiez allusion au petit édito qu'on a fait tous les deux, mais il y a 6 mois, on a sorti un gros travail sur la sobriété au comité 21, et qui a une part justement de réflexion philosophique, parce que est-ce que l'homme est capable de s'appliquer la sobriété pour faire face à ça? Donc en fait, pour commenter votre question, je dirais que
le problème climatique aujourd'hui, c'est, comme l'avait senti Montesquieu, une question philosophique, mais pas avec le même regard. Corinne Lepage, vous avez relu tout Montesquieu avant de venir? Non, absolument pas. Hein? Je suis très honnête, absolument pas. Enfin, en tout cas, bon, finalement, sur le fossé qui existe entre son époque et la nôtre, sur le plan de la science, évidemment, on ne peut que le souligner. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai rien à rajouter à ce qui a été dit, si ce n'est peut-être revenir sur la question de comment on décide. Est-ce qu'on entend Corinne Lepage au fond de la salle ou pas? Non. Alors, c'est mon micro ou c'est moi qui tiens mal le micro? C'est mieux comme ça? Ouais. C'est mieux comme ça? C'est comment on décide. Ça, c'est quand même très compliqué. C'est quand même très compliqué parce que, bon, le décideur public, il a toujours une marge d'incertitude de toute façon. Mais il y a un problème de temporalité. Et ce que je vais dire est d'une banalité déconcertante, mais c'est la vraie vie. C'est-à-dire que d'engager sa responsabilité politique sur des décisions qui n'auront quasiment aucun impact immédiat, mais de l'impact dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, c'est quand même un homme d'État fait ça, un homme politique pas obligatoirement. Et c'est la différence entre les deux. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ça veut dire quand même une certaine abnégation quant à soi-même et avoir vraiment conscience de la responsabilité qui est la sienne vis-à-vis de ce qui va venir. Mais c'est très difficile, évidemment. C'est très difficile et on sait très bien que des hommes politiques qui ont eu des visions, ont fait des choses formidables, je pense à Churchill ou De Gaulle, en 1945 et en 1946, chacun de leur peuple les a beaucoup remerciés, dans les deux sens du terme. Donc voilà, je pense qu'une des difficultés du politique, elle est là. Il y en a une deuxième, c'est que la compétence n'y est pas toujours. Et donc je pense que les efforts qui sont faits actuellement pour former sont très importants. Et la troisième, c'est que ce qu'il faut faire est quand même une véritable révolution dans les manières de décider et dans les priorités. Et ça, c'est extrêmement compliqué de tenir, comme on dit souvent, la fin du monde et la fin du mois ensemble, c'est-à-dire d'avoir des décisions qui sont acceptables socialement, mais qui s'imposent par la nécessité de préparer ce qui va venir. Alors vous avez insisté tout à l'heure, Magali Rezaguirre, sur l'importance évidemment d'avoir des données établies. C'est un peu ce qu'on attend de la science, quand même, de nous donner des outils, de nous donner des données, de nous donner des bases, un socle. Bon, je me souviens quand j'ai commencé mes études, personne ne se posait de questions sur la validité de la science et sur ça, je dirais le fait qu'elle était incontestable lorsqu'elle produisait des résultats. Aujourd'hui, évidemment, on est dans une atmosphère beaucoup plus inquiétante, puisque les vérités scientifiques, même quand elles semblent les plus incontestables, sont contestées par un certain nombre de gens, d'organisations, de réseaux. Est-ce que cette, appliqué au réchauffement climatique, aux questions climatiques, c'est assez inquiétant, puisqu'on est dans une situation très très compliquée. Est-ce que ça vous êtes inquiet sur le statut de la science aujourd'hui et sur l'acceptation de la vérité scientifique? Alors, je dirais plusieurs choses. D'abord, je ne sais pas quand vous avez commencé vos études. Dans les années 70, fin des années 70, début des années 80. Alors, c'est justement le moment où, par exemple, les cigarettiers, à l'époque où la science commence à dire il y a un souci sur la cigarette, eh bien, les cigarettiers mettent en place, et ça a été très bien étudié par les historiens de l'époque et par les historiens des sciences, mettent en doute la science. Je vous rappelle que c'était l'époque où on vous expliquait que la cigarette, il n'y avait rien de mieux, que c'était merveilleux, etc. Le climat, on peut remonter jusqu'au 19e siècle pour voir que des résultats déjà sur le climat, le rôle du CO2, des choses bizarres qu'on observe, c'est pas d'hier. Donc ça, c'est le premier point. Nous, ce qui nous inquiète en tant que scientifiques, c'est deux choses. C'est que d'abord, nous sommes de plus en plus sommés de faire du politique. Alors, on est bien d'accord, et je pense que tous les gens qui sont universitaires dans la salle seraient d'accord avec moi, quand nous rentrons dans notre laboratoire, qu'on soit philosophe, géographe, mathématicien,
On arrête de croire, on laisse nos croyances, on laisse à la porte. Voilà. Qu'on soit supporter du PSG ou des Girondins, ça ne rentre pas dans le labo. Bon. Il n'empêche qu'à un moment, on est aussi des citoyens. Et donc, avec la crise climatique, et d'autant plus qu'en France, on est souvent enseignants-chercheurs, donc beaucoup exposés aussi à ces jeunes, où on voit aujourd'hui, nos conférences de rentrée, il y a une éco-anxiété absolument terrible. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu ça. C'est quelque chose de... D'ailleurs, nous, adultes, on devrait se poser quand même quelques questions, parce que c'est bien beau de critiquer tout le temps la jeunesse. Enfin, d'abord, comme disait l'autre, il n'y a pas d'âge, hein, mais surtout, c'est quand même très inquiétant de demander à des jeunes et de faire peser sur les jeunes la charge mentale, alors que c'est nous les adultes qui devrions quand même les emmener dans un monde où justement on leur donne les éléments pour ne pas rentrer dans ce monde avec la charge. Quand vous parlez d'éco-anxiété, par exemple, vous faites allusion à quel genre de réflexion que vous pouvez entendre? Ah, mais moi j'ai des étudiants qui éclatent en larmes, qui me disent, mais enfin madame, alors j'ai plusieurs choses. J'ai madame, vous nous mentez, c'est-à-dire que quand vous dites qu'on peut encore agir, c'est faux. Mais madame, on va tous mourir. Mais madame, vous imaginez le monde qu'on nous prépare. Mais moi, je ne veux pas faire d'enfants parce que j'ai peur pour eux. Mais j'ai peur pour mes parents, j'ai peur pour mes amis. Il faut rappeler que ces jeunes qui rentrent, ce sont ceux qui ont vécu le Covid. C'est-à-dire à l'âge où on est en train de badiner, de prendre des verres, de faire des booms. Enfin, vous savez, les premiers baisers, tout ça, eux, ils sont confinés avec un masque. En plus, nous, moi, j'habite à Paris. Donc les confinements étaient très durs dans des petits appartements. Donc on a vraiment une génération qui ne connaît que la crise. Hein. Je vous rappelle quand même juste que les jeunes qui sont... Déjà, moi, ma génération, je suis née en 78, je vous cache rien. Moi, je suis née, c'était la crise. Mes enfants naissent dans un monde où c'est la crise. Une crise qui dure depuis 40 ans, c'est plus une crise. Il y a un truc qui ne va pas. Ils ont la guerre aux portes de l'Europe, on leur explique, le Covid est arrivé. Est-ce que c'est... Alors, les protocoles, un jour ils viennent, etc. Donc, si vous voulez, il y a une ambiance d'anxiété où justement, ils sont aussi enfermés de plus en plus dans des bulles informationnelles, où on est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur machin, on regarde la télé, mais chacun finalement est de plus en plus cloisonné. Et la science est elle-même dévalorisée parce qu'il y a un discours aujourd'hui dans la sphère politique, dans les autorités morales, qui contestent cette science. Quand vous avez des décideurs politiques qui expliquent que la France ne doit pas agir parce que c'est 1% des émissions, c'est grave. D'abord parce que la France, c'est pas 1% des émissions, c'est presque 2%, mais surtout parce que si on prend tous les pays qui font entre 0 et 2% des émissions, ça fait 200 pays. Ça fait 37% des émissions mondiales. Autrement dit, même si demain les Chinois, les Japonais, dont on a parlé la fois précédente, les Russes, les Moscovites et je sais pas quoi, se mettaient subitement à être des parangons de vertu, si les 200 pays ne font pas l'effort, on explose nos budgets climat. Donc si vous... Micro. Ça m'apprendra un peu longtemps. Ça va? Alors, ce que je voulais dire, c'est que pour avoir effectivement beaucoup mené de négociations internationales, c'est que si nous, on ne fait rien, non seulement Magali a raison avec le chiffre, c'est pas 2%, mais c'est 37%, mais surtout les pays du Sud ne feront rien. Parce que ce qui est très très important en ce moment, c'est un climat qu'on avait connu à Rio, qui s'était un tout petit peu apaisé, mais qui recommence de manière extrêmement dure, tout simplement parce que les pays ont ce qu'on appelle des pertes et dommages plus que nous, parce que nous, on souffre beaucoup, mais regardez le Pakistan, etc. Et donc, à partir du moment où ces pays-là souffrent plus que nous et nous disent « mais vous êtes responsables dans l'histoire de cet effet de serre, et enfin, plutôt des conséquences du carbone, etc. » Et c'est vrai. Eh bien, si vous ne faites rien, nous ne ferons rien, nous ferons comme vous. C'est ce qu'ont dit les autorités pakistanaises quand il y a eu les inondations d'il y a 15 jours. Hein, oui, c'est ça. Mais c'est ce que dit le groupe Afrique à la COP, c'est ce que disent tous les pays du Sud, et la Chine qui a compris et qui, elle, fait beaucoup de choses, pour des raisons de géopolitique, de puissance, attise cela. Pardon Magali. Je t'en prie. Et du coup, juste pour conclure sur la question de cette éco-anxiété de la science, il y a un double mouvement.
il y a un mouvement où on demande aux chercheurs, qui sont des lanceurs d'alerte, de s'engager et de parler. On nous dit qu'il faut faire de la désobéissance, etc. Et là, il y a un premier risque, et on reparle de Montesquieu sur la liberté. C'est-à-dire que la dictature des savants n'est pas meilleure que la dictature du prolétariat, des élites, de je ne sais qui, du marché. La dictature, on ne connaît pas dans l'histoire. Alors je me dis que le scientifique, et on l'a beaucoup vu pendant... en gros, c'est très facile de dénoncer, d'expliquer, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, combien de fois on me dit qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux me le dire, je peux le dire en tant que citoyenne, à cause de mes préférences, de mes valeurs. Mais je n'ai aucune légitimité pour dire à la salle ce qu'il faut faire, y compris si cette salle décide demain de ne rien faire. Imaginez un médecin, je prends un peu de temps, mais je crois que c'est important. Vous avez un médecin, donc on prend l'exemple de la cigarette. Pendant des décennies, on a dit la cigarette, il faut fumer, etc. Puis quand même, il y a des lanceurs d'alerte, des scientifiques qui ont expliqué que fumer, c'était pas très bien. Et puis aujourd'hui, on est tous d'accord que la cigarette, c'est pas bon, il y a le cancer, etc. Sauf que vous, dans la salle, vous avez peut-être fumé, tout ça, c'est très loin. Et puis un jour, j'allais chez le médecin, c'est pas un scientifique. Le médecin, c'est un expert qui s'appuie sur les travaux scientifiques. Et il vous diagnostique la tumeur. Alors déjà, quand vous avez la tumeur, des fois, on a tendance à se cacher, on ne veut pas aller se soigner. On sent bien qu'on tousse, on sent bien qu'on a des symptômes. Là, on est dans le symptôme, hein. Ça y est, on le sent tous. On tousse de plus en plus quand même, hein. On voit bien qu'on a maigri, ça ne va pas. Bon. On finit par aller chez le médecin. Le médecin vous donne un diagnostic. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le médecin va vous proposer des thérapeutiques en vous disant quels sont les coûts et quels sont les bénéfices parce qu'il y en a. Il va vous dire, avec cette thérapeutique-là, tu vas être guéri. Avec cette thérapeutique-là, tu vas avoir tu vas survivre, mais voilà. Et puis, il va vous dire aussi, en fonction de ton âge, de tes conditions de vie, etc., telle thérapeutique, si tu as 80 ans, ne te propose pas la même chose que si tu en as 40 ou que si tu en as 60. Ça, c'est les territoires. On est à Bordeaux, ce n'est pas la même chose que si on est à Montpellier. Mais il va vous laisser choisir. C'est on est. Et si demain, les scientifiques deviennent médecins, si demain le médecin devient patient, si le patient devient scientifique, et si tout autour, on n'a pas les changements qui vont avec, parce que si on vous dit d'arrêter de fumer, mais que toute la journée on vous dit fumer c'est trop bien, hein. Oh là là, puis alors on va vous payer pour fumer. C'est ce qui se passe avec ce qu'a dit Corinne Lepage tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vous paye pour consommer de l'essence. Enfin, on ne vous paye pas, mais on vous dépaye. Si derrière ce comportement individuel, il n'est pas enchâssé dans des changements de mode de vie, de consommation, des changements familiaux, parce que si tout le monde autour de vous fume, l'arrêt de la cigarette, ça ne sert strictement à rien. S'il n'y a pas derrière des accompagnements de la sécurité sociale, du sport, du médecin, de l'hôpital, etc., ça ne marche pas. Et donc cette comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, elle dit bien qu'à un moment, nous avons besoin aujourd'hui de tous retrouver notre place. Y compris d'ailleurs dans un monde, et je reviens encore à ma métaphore, où les médecins s'en sont pris plein la figure pendant le Covid, on a expliqué que c'était des charlatans de tout ce que vous voulez, parce que là aussi, et là on revient sur de la philosophie, nous avons une société aujourd'hui, en fait, moi c'est pas de la fake news, mes collègues à l'ENS, ils parlent pas de fake news, ils parlent d'indifférence à la vérité, et c'est bien pire. Indifférence à la vérité. Indifférence à la vérité, c'est-à-dire que tout se vaut. C'est-à-dire que vous invitez un podologue et la personne qui a découvert le Covid, vous la mettez sur un plateau télé sans contradiction. Et donc tout se vaut. C'est pas une volonté de mentir aux gens. Il n'y a pas une volonté maligne. Le matin, on ne se lève pas sur les chaînes d'infos en se disant on va leur mentir. Il y en a peut-être, mais non. C'est juste une indifférence à la vérité. Tout se vaut. Voilà, c'est la parole d'une ancienne ministre, c'est la même chose que le micro-trottoir qu'on fait. On lui accorde le même temps, c'est pas grave, voilà. Et donc cette indifférence à la vérité qui fait que elle sape non pas la vérité en soi, mais il y a... Elle noie la vérité dans d'autres dans des pseudo-vérités. Dans l'opinion. C'est-à-dire que la vérité scientifique devient opinion, le fait établi devient opinion. Toutes les opinions se valent au nom du respect des opinions. Toutes les opinions peuvent se faire puisqu'on confond systématiquement la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Donc je peux aller sur un plateau télé expliquer que le changement climatique, c'est une vue de l'esprit, c'est pas grave. Et quand vous êtes scientifique en face de ça et que vous avez le malheur de dire « Excusez-moi, il y a un petit souci »,
Alors là, c'est le lynchage, c'est voilà, les menaces de mort, c'est la décrédibilisation. Vous êtes accusé d'être un idéologue. Alors en plus, quand vous êtes une science sociale, alors là, vous en prenez plein la figure parce que moi, je suis lundi de gauche, mardi de droite, mercredi, je suis une Khmer verte, jeudi, je suis une pro-nucléaire polluante. Enfin, vous voyez, j'ai ma personnalité qui est un peu clivée en ce moment. Bon, voilà. Mais c'est intéressant parce que derrière, ça questionne aussi les conditions dans lesquelles nous pouvons avoir un débat public et démocratique pour prendre ces choix. Et c'est à nouveau ce que dit Corinne Lepage, les décisions qui sont prises, c'est écrit sur le mur, hein. Enfin, je suis désolée, mais à l'heure actuelle, nous dépasserons les 1,5 degrés en 2030. Le futur climatique est à peu près écrit pour les 20 prochaines années. Mais les décisions que nous prendrons aujourd'hui nous permettront d'avoir un futur climatique vivable pour l'ensemble de l'humanité, sachant que le GIEC dit 2 choses. L'inaction est plus coûteuse que l'action. Il n'est pas de développement durable possible pour l'humanité dans un climat qui dépasserait les 2 degrés. Corinne Lepage, ce relativisme ambiant. Mais c'est malheureusement tout à fait vrai, et je dirais même c'est général. C'est général, c'est-à-dire que depuis quelques années a fleuri ce que l'on appelle la vérité alternative. On a eu un très joli exemple avec un président américain, quand même, très champion sur les vérités alternatives. Il n'empêche que ça a eu un effet de contagion. Ça a décomplexé beaucoup de gens. Complètement. Vous pouvez raconter que blanc, c'est noir. Ça n'a aucune importance. C'est votre opinion et elle est tout aussi valable que le type qui dit que le noir, c'est noir. Voilà. Donc, on a un rapport à la vérité, même à la réalité, qui est encore un concept différent, qui est complètement faussé. Alors, si c'est vrai de mettre dans le monde politique, c'est encore beaucoup plus grave dans le monde scientifique. Parce que comment peut-on faire du consensus? Parce que c'est quand même ce qu'il va falloir qu'on fasse. Et je suis tout à fait d'accord quand vous dites il faut mettre les gens ensemble, ou c'est toi Bettina qui disait ça. Comment voulez-vous qu'on fasse du consensus si on n'est pas d'accord sur les bases? C'est impossible. Or, le caractère, je vais employer un mot très fort, quasi criminel, de ceux qui jettent en permanence le doute sur tout ce qui est en train de nous arriver, c'est précisément l'entretien volontaire d'un débat là où il ne devrait plus y en avoir. Et vous avez entièrement raison, c'est né sur la cigarette, mais ça a été développé de manière massive sur tout un pan de la chimie et de l'agrochimie, de telle sorte qu'on interdit un certain nombre de produits avec 25 ans de retard ou 20 ans de retard, parce que pendant 20 ans, il y a des gens de très mauvaise foi et malhonnêtes, parce qu'ils se font payer pour ça. Je suis désolée, je suis un peu carré, mais c'est la vérité. Bon. Qui se font payer pour entretenir des doutes scientifiques là où il n'y en a pas. Qu'il y ait un doute scientifique quand on ne sait pas, c'est normal, et c'est sain, et ça fait partie de la science. Mais d'entretenir volontairement un doute sur le mode, non, la dépendance au tabac pour les personnes qui sont autour, je cherche le mot et je ne le trouve plus, le tabagisme passif. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça n'existe pas, c'est que ce n'est pas vrai, et on sait que depuis 1957, les cigarettiers avaient des études qui le prouvaient. Simplement, ils les ont cachées. Voilà. Eh bien, cette technique-là, qui est une technique je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui a été mise au point par des gens qui ont beaucoup réfléchi, dont c'est le métier, elle est aujourd'hui appliquée de manière très générale au climat et bien au-delà. Et donc ça, c'est quand même une difficulté majeure, parce que je terminerai là-dessus, c'est tellement plus simple de se dire, bon, tant qu'on n'est pas trop sûr, on peut encore continuer comme par le passé, puis le jour où on sera sûr, on fera. Et cette tendance-là, elle est confortée par le fait qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de décisions qui sont prises. Quand quelque chose est vraiment dangereux, on pense que les pouvoirs publics vont faire ce qu'il faut pour éviter le danger. C'est logique. S'il n'y a pas vraiment de décision prise pour éviter le danger, c'est que le danger il est très relatif. Alors on vit quand même dans un moment où les preuves s'accumulent, vous l'avez dit, où
les rapports sont de plus en plus alarmistes et substantiels. Et puis la nature se charge aussi de nous rappeler ce qui se passe. On a fait allusion à ces incendies. Est-ce que ces catastrophes sont finalement, d'une certaine façon, un moyen terrible mais efficace pour accélérer les prises de conscience et aider? Je vois Magali Regaza, que vous n'avez pas l'air très convaincu. Est-ce que ça aide finalement, ou est-ce que le déni persiste même lorsque la catastrophe survient? C'est compliqué. Moi, je suis d'accord. De toute façon, entre nous trois, je pense que vous avez un problème, c'est qu'on est assez d'accord. Donc, ça va. C'est, comment dirais-je, Corinne et moi, depuis évidemment beaucoup plus longtemps que Magali et nous, mais ça va être difficile de nous mettre en désaccord. Moi, je voudrais, par rapport à votre question, dire deux choses. Dire que les catastrophes sont des opportunités, moi, ça me hérisse complètement. Parce que les catastrophes, c'est même plus des symptômes, pour reprendre l'expression, c'est des faits, c'est dans la réalité. Et le problème, c'est que vous avez de plus en plus d'argent qui va être engagé pour réparer ces catastrophes. Et comme les budgets publics ou les budgets privés ne sont pas extensibles, sauf ou même avec de l'inflation, il est absolument évident que tout ce qui va être justement mis pour réparer va peut-être être moins mis pour investir, etc., pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc ça, on ne peut pas dire ça. Moi, je voudrais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport à la vérité, la réalité, etc. Je suis tout à fait d'accord avec Magali quand elle dit que le monde à 2 degrés est invivable et qu'on y court totalement. Moi, j'ai été tout de suite, et je l'ai écrit, n'est-ce pas, Christian, dans une revue juridique, j'ai été très interrogative tout de suite sur le 1,5 degré. Voilà. Pourquoi ? Sur le quoi ? Sur le, pardon ? Sur le 1,5 degré. Vous savez, le traité de Paris dit contenir le réchauffement climatique à 2 degrés. Il faut voir l'évolution. La Convention climat en 92 disait contenir le réchauffement climatique de telle manière, et c'est écrit, alors à un mot près, que la nature et l'espèce humaine aient le temps de s'adapter au changement. Bon, ça c'était 92. Petite parenthèse d'ailleurs pour illustrer votre propos, moi j'étais la négociatrice pour la France de 92 à la conférence de Rio, et 5 jours avant, on a eu un rapport de l'Académie des sciences qui nous disait que tout ça, c'était, pardonnez-moi l'expression élégante, de la foutaise. Bon, ça aide, je peux vous dire, ça aide les négociateurs. Hein, je veux dire, surtout qu'on était quand même dans un climat où les choses étaient un peu moins ouvertes que maintenant. Il y a eu, 5 ans après, un rapport qui a corrigé, etc., soyons honnêtes, mais parce qu'il y avait un lobby très important qui disait que tout cela n'était pas vrai. Petit rappel historique. Donc en fait, maintenant, le traité de Paris dit, l'accord de Paris dit, il faut absolument se fixer 1,5. Alors 1,5, pourquoi ? Parce que, en fait, c'est d'ordre géopolitique, c'est-à-dire que à plus d'1,5, les petites îles commencent vraiment à disparaître. Et quand je dis commence, c'est parce que je ne veux pas vous accabler par trop de chaleur, au sens figuré et au sens propre. Voilà. Alors, évidemment, ça serait formidable de s'arrêter à 1,5. Mais là, il y a quand même un soupçon extraordinaire qu'on ne va pas y arriver. Je veux dire, il faut être clair, on ne va pas y arriver. Dans certaines régions du monde, sous ton contrôle, on est à plus de 1,5. Hein, et d'autre part, je veux dire, si on arrive à contenir le 2 degrés. Donc là, moi j'ai une question par rapport à la vérité, la science, etc. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux dire la vérité ? C'est-à-dire que le 1,5 degré, j'en suis persuadée, même si on faisait tous les efforts, Valérie Masson-Delmotte, toi, tout le Haut Conseil du climat a expliqué ça, je veux dire,
même si on faisait tous les efforts, il y a un tel emballement, et sous ton contrôle aussi en ce moment, il y a un tas d'articles qui paraissent d'ailleurs depuis 2 mois, dans Science, etc., qui disent que les points de bascule commencent à être atteints. Ce qu'on appelle les seuils, c'est ça, les seuils sont franchis. Les points de bascule de certains équilibres naturels, en fait, entre guillemets, enfin qu'ils l'étaient, et d'autre part qu'il y a une accélération. Donc moi je prône pour dire que la vérité est qu'on est en train de les dépasser, et donc je ne voudrais pas répéter ce que disait le président de la République par rapport au Covid, parce que ce serait peut-être pas toujours très bien vu, c'est la guerre. Voilà. Ça, c'est la guerre. Bon. Et donc, il faut employer les moyens de guerre. Alors, ça, c'est la deuxième question. Et c'est la question de la décision à laquelle vous avez fait appel tous les deux. C'est le consentement à la loi. Bon. Sauf qu'il faut savoir quelle loi. Il y a plein de lois sur le climat. Et finalement, même s'il faut les réviser, on est en train de les réviser, etc., on sait à peu près, en tout cas pour l'Europe, et en tout cas par rapport au GIEC, qui est quand même, dont c'est quand même à peu près transcrit dans la loi, hein, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Mais la loi n'est pas respectée pour 2 raisons. Parce que, premièrement, il n'y a pas de consentement aux lois climatiques à cause de tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire climato-sceptique, etc., ou indifférence à la vérité, etc. Et deuxièmement, parce qu'il y a un certain nombre d'intérêts qui disent toujours, à chaque fois, non, les interdictions, pas dans 3 ans, on ne peut pas, dans 10. Et puis, ça, c'était il y a 20 ans. Alors, je veux dire, on est à 20, etc., etc. C'est vraiment toujours comme ça. Et le consentement à la loi climatique, je trouve, est un problème absolument énorme. Et on arrive au problème, je vais dire, voilà, sobriété, c'est un mot très, très gentil, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de contrainte? Parce que quand même, la loi, c'est une contrainte. Bon, est-ce qu'il n'y a pas une part de contrainte? Et est-ce qu'à travers le consentement à la loi, vous consentez à la loi parce que vous ne traversez pas... quand vous êtes en voiture, vous ne traversez pas au rouge. Alors, je sais, Corinne va nous dire, heureusement qu'il y a le contentieux, sûrement, mais c'est pas ça, pardon. Corinne Lepage, et puis ensuite Magali Regueza. D'accord. Désolée. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire que le mot sobriété, il est arrivé parce qu'on manque d'électricité et qu'on la paye les yeux de la tête. Il n'est pas arrivé parce qu'on se dit on est à un moment de bascule climatique. Il faut quand même appeler un chat et remettre les pendules à l'heure. C'est de ça dont on parle. Pourquoi c'est sur toutes les lèvres? Parce que nous sommes, nous particulièrement en France, dans une situation très délicate puisque nous produisons moitié moins que ce qu'on produit d'habitude en termes d'électricité, qu'il faut donc l'acheter sur le marché européen à un moment où le prix est extrêmement élevé et que si cet hiver il fait très froid, comme nous les Français nous représentons globalement 50% de la pointe d'électricité quand il fait très froid, ça il faut quand même le savoir, à cause du chauffage électrique, eh bien il y a un risque qu'il n'y ait pas assez d'électricité dans toute l'Europe pour compenser. C'est pour ça qu'on commence à parler de ça. Mais ce n'est pas pour des raisons climatiques, c'est pour des raisons de physique, j'allais dire, de disposition. Mais est-ce que ce n'est pas un bon début, malgré tout? Je pense que tout ce qui permet de changer est bon à prendre et que la sobriété, elle est nécessaire. Alors ensuite, il faut voir comment on l'accompagne socialement pour ne pas avoir des gilets jaunes à répétition parce que les gens ne pourront pas payer. Voir comment est-ce qu'on en fait un système pérenne et pas momentané. Comment est-ce qu'on inscrit ça dans le développement d'activités économiques autour des ENR, autour de tout ce qui est la rénovation des bâtiments qui donne du travail, qui donc permet d'assurer une certaine activité économique, etc. Tout ça, ça se pense, mais force est de constater que jusqu'à présent, la manière dont nous avons investi, disons depuis une trentaine d'années, elle n'est quand même pas terrible. Hein. Demain, vous aurez Christian de Pertuis, et j'ai participé l'économiste, j'ai participé à quelques jours à une manifestation qu'il organisait, où on a beaucoup parlé des transports, de la SNCF. Pour avoir un niveau rail-route et un niveau SNCF correct, nous avons besoin d'investir 100 milliards d'euros. Vous vous rendez compte, 100 milliards d'euros. Si nous avions investi
allez, 10 milliards, il y a une dizaine d'années, pour remettre nos circuits convenablement, d'arrêter de vendre les réseaux secondaires et de construire dessus au passage, eh bien, on n'aurait pas besoin de 100 milliards et en plus, on aurait fait des économies. Donc, si vous voulez, la manière dont on pense nos investissements est vraiment extrêmement importante et on ne peut pas dire jusqu'à maintenant, on ait été, tout gouvernement, ma critique n'est pas politicienne, c'est tout gouvernement confondu, parfaitement opérationnel. Prévenir coûte toujours moins cher que guérir, hein, c'est ça? Vous disiez ça déjà, Bettina Laville? Et vous? Ah non, mais je crois que c'est vous qui l'avez dit. Oui, alors, plusieurs choses. Juste pour mémoire, 100 milliards d'euros, c'est une crue de la Seine. Micro. Ça marche là? Oui, ça marche. On n'arrête pas de se passer les micros, c'est bien. 100 milliards d'euros. Et les microbes. 100 milliards d'euros, c'est une grande catastrophe. Voilà. Une crue de la Seine, une crue de la Loire, une crue de la Garonne, c'est 100 milliards d'euros. Et pour les crues, c'est très clair, on n'investit pas assez. Une prévention des crues de la Seine, par exemple, pour faire des exercices qui sont ultra importants, c'est 2 millions par an. Elle est envisageable, la grande C'est la une grande chance, crue centenale de la Seine? Bien sûr, c'est une chance sur 100 par an. Ça veut dire que sur une vie de Français moyen de 82 ans, on a 2 chances sur 3 de l'avoir. La dernière grande, c'était 1910. Non, c'était 55. Elle était, alors c'était un petit 7,50 m. Paris s'effondre à 6,50 m. À partir de 6,50 m, il y a plus de, ça coupe partout. Quoi, voyez. Donc pas assez de bassins de rétention. On n'a pas besoin d'arriver à 8 mètres. Alors les bassins de rétention, c'est intéressant et c'est le deuxième point. Pourquoi cette logique de sobriété? Je rebondis parce que c'est très important. La logique de sobriété, elle est complémentaire, et le GIEC le dit très bien, avec la logique d'efficacité. Nous sommes les enfants de la modernité, les enfants des Lumières, dans lequel, effectivement, les corps des ingénieurs en France, vous avez fait X-Pont, vous avez fait X-Mine, on est très fiers, vous êtes centraliens, c'est important. On a le progrès technologique. Et quand vous discutez aujourd'hui avec les membres des cabinets, quand vous regardez le débat en France, le politique, eh bien, on est sur des sujets où on va avoir de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par l'innovation technologique, qu'on appelle maintenant l'innovation de rupture, l'hydrogène vert, le petit réacteur nucléaire, qui est en fait un gros machin, mais qui est un peu moins gros, la fusion, la fission, etc., on va arriver en fait à maintenir les choses comme avant. Voilà. On va... en gros, vous voulez arrêter de fumer, eh ben on va vous mettre le patch ou la cigarette électronique. Bon, voilà. Donc on fait tout comme avant. On ne change pas en réalité. Et la technique va nous servir de béquille. Ça va, vous dites qu'on ne change pas, c'est vraiment pas tout à fait la même chose. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais grossièrement, c'est moins mauvais si vous voulez. Mais à un moment, ça verrouille des transformations dont on a besoin. Parce que, c'est ce qu'on disait aussi, dans l'état actuel de nos émissions, et même si on arrivait à baisser, effectivement, ce 1,5 degré, c'est un cadrage international, ça va être très compliqué. C'est atteignable à la fin, en 2100, c'est-à-dire que si on arrive à tout bien mettre en place, on ne devrait pas dépasser les 2 degrés. Voilà. Par parenthèse, le GIEC le dit. Le GIEC dit, en l'état actuel, on est à 1,5 degré en 2030. Là aussi, pour que vous figuriez ce que ça veut dire, 1,5 degré, c'est que mes enfants qui sont en train de jouer dans le parc, les coraux que mes enfants verront dans 10 ans, ils seront en aquarium. Il n'y en aura plus. Pour vous le dire aussi autrement, la canicule de 2003, on n'a pas encore aujourd'hui les études. La canicule de 2003, c'était 1 chance sur 50 par an. À 1,5 degré, on passe à 1 chance sur 10. À 2 degrés, on passe à 1 chance sur 4. Au-delà, on passe à 1 chance sur 2. Je crois qu'il faut bien mesurer quand on dit, et on entend encore, il fait chaud l'été. Dans les années 60 et 70, nous n'avons dépassé en France qu'une fois les 40 degrés. Je pense que cet été sur la région, vous avez dû sentir passer les 40 degrés. Nous avons eu autant de vagues de chaleur depuis 2016 en France qu'entre 1949 et 2016. Et 2006, pardon. Donc si vous voulez, on a des faits. Et c'est le point aussi pour répondre à la question précédente. Nous avons une accoutumance à la catastrophe. Jusqu'au Covid, rappelez-vous, la canicule, c'est-à-dire 10 000, 15 000, 20 000 morts, on ne sait pas trop, c'était quelque chose de... voilà. Aujourd'hui, on est à 150 000 morts, on ne sait plus combien on est avec le Covid. Et je vous rappelle qu'avant cet été, on nous annonçait tous les jours qu'un avion s'écrasait en France, en termes de morts. On s'était habitué. Autrement dit, il y a une accoutumance.
Et donc c'est pour ça que je ne crois pas à la vertu des catastrophes. C'est pas l'adaptation dont on parlait à Rio? Alors, l'adaptation, c'est autre chose. Je reviens juste d'abord sur sobriété et efficacité. La sobriété, c'est donc le point, le deuxième volet de l'efficacité. C'est ce que l'efficacité, elle va permettre de gagner du temps. Elle va permettre de faire que ces efforts ils vont être moins importants. Mais à un moment, il va falloir diminuer nos consommations et donc changer nos modes de production et nos modes de vie. Et là, là c'est la citoyenne qui parle, je suis extrêmement en colère par rapport à notre classe politique. Parce qu'au lieu de nous enferrer dans les débats sur la décroissance, les amiches, le retour à l'âge de pierre et à la caverne, la sobriété, c'est le fait de pouvoir assurer le bien-être de chacun, voire une augmentation de ce bien-être dans les limites planétaires. Et donc, ce qui est dit en réalité, c'est notre devise républicaine. Notre devise républicaine, qu'est-ce que c'est? C'est égalité, liberté, fraternité. Généralement, quand vous êtes à droite, vous pensez que c'est la liberté qui va produire l'égalité. Quand vous êtes à gauche, je schématise, vous pensez que de l'égalité va naître le plus de liberté, parce qu'effectivement, l'égalité d'accès à l'éducation, etc., ça vous rend libre. Mais il y a un truc qui nous réunit, c'est la fraternité. Et cette fraternité, c'est quoi? C'est l'idée qu'effectivement, nous avons intérêt dans une collectivité à faire en sorte qu'on s'en sorte tous. Or, que dit le GIEC? Les solutions qu'on a évaluées, elles apportent des co-bénéfices en termes de santé, en termes de pouvoir d'achat, en termes de bien-être, en termes de qualité de vie. Puisqu'on est chez Montesquieu, l'otium, la tempérance des Grecs, si vous voulez. On a besoin aussi d'avoir du temps libre pour se cultiver, pour accéder, ce qui n'est pas le cas. Et quand on reprend ce qui s'est passé sur le nucléaire, enfin sur la question de la sobriété énergétique, je rappelle juste qu'en 92, le GIEC dit déjà qu'il faut sortir des fossiles. En 2014, Vladimir Poutine s'empare de la Crimée. On n'a pas découvert cette année que Vladimir Poutine, il avait tendance à couper les robinets de gaz à l'Europe. 2014, c'était il y a 8 ans. Et aujourd'hui, on explique, alors que 3 millions de Français se chauffent à 15 degrés l'hiver, qu'il va falloir baisser le chauffage. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, il y a cette idée de fraternité, de solidarité, d'égalité. C'est ce sentiment de l'injuste qui est un des moteurs de l'acceptabilité. Et ça, c'est politique. Ça, c'est éminemment politique. Parce que ce qui est, en fait, la justice, elle va imposer d'introduire des distorsions dans l'égalité, des distorsions dans la liberté. Et quand vous entendez des gens qui sont prêts à mettre des caméras de surveillance dans les toilettes, enfin, il faut voir quand même, on vous flique partout. Nous, à Paris, on sait partout où on va. On a des bips partout. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on peut faire. Mais quand il s'agit de descendre la vitesse sur les routes à 110 km/h, ce qui, pour tous les gens ici qui passent leur permis de conduire, est une obligation, vous, jeunes conducteurs, c'est 80, 110. C'est une atteinte, mais abominable à la liberté. On parle de terrorisme. Enfin, on a quand même des mots très durs de prise d'otage. On parle de dictature, mais vous vous rendez compte? Et je pense que là, on a aussi une responsabilité morale, éthique, que nous devons discuter, qui est de dire à un moment que face à ces jeunes, les mots ont un sens. Il y a des décisions qui vont devoir être prises. Le 110 km sur autoroute, ça va vous faire perdre 10 minutes. Et j'entends que c'est compliqué. Je cours toute la journée, voilà. Mais à un moment, ça va permettre à d'autres de gagner du temps par rapport à des efforts qui sont insupportables. Et je crois que là, c'est là aussi la limite du scientifique. C'est que ces choses-là, quand je le dis, je sors de mon rôle de scientifique. C'est une colère de citoyenne. Et je n'ai pas à vous faire la morale. Et peut-être que la manière dont nous, scientifiques, nous exprimons, elle n'est pas bonne, parce qu'on nous reproche toujours, mais vous faites la morale. Je ne fais pas la morale. J'essaie simplement de poser des faits pour qu'ensuite chacun décide, et vous avez tout à fait le droit de dire que faire du 130 sur l'autoroute, pour vous, c'est le truc dans votre vie, que vous voulez vous y accrocher. Mais il faut comprendre qu'en faisant ça, c'est un levier d'action qu'on n'a pas, et donc il va imposer que, par exemple, sur l'essence, ce qu'on a fait aujourd'hui sur l'essence, en gros, c'est le signal prix du carbone. C'est la taxe carbone, elle y est. L'Ukraine a créé la taxe carbone qu'on n'a pas pu mettre parce qu'on n'a pas pris en compte les inégalités territoriales, le sentiment d'injustice des Gilets jaunes. Et au lieu de le prendre en compte, on a reculé. Alors, Corinne Lepage, il y a dans ce qu'a dit donc, ma voisine, donc, du colère contre la classe politique. Alors, bon,
vous en avez fait partie, vous en faites toujours partie d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous avez envie de la défendre sur ce coup-là Non, ou, pas du ou tout. pas, Non, ou non, au je suis contraire- d'accord. Non, non, moi je ou au suis. contraire de Je d'abonder dans son sens. je comprends les difficultés de l'exercice, mais je l'ai dit tout à l'heure à propos des 30 centimes sur l'essence, que je trouvais que c'était une décision incohérente. C'est inadmissible. Il aurait fallu qu'il y ait une aide pour ceux qui effectivement ne peuvent pas se passer de leur voiture. Je pense en particulier au milieu rural. De gens d'agriculteurs qui gagnent 300 € par mois, qui ne peuvent pas changer de voiture, qui ont besoin de leur voiture, mais de généraliser une baisse de 30 centimes pour tout le monde, je trouve que c'est indécent, complètement indécent, et c'est idiot, parce que c'est de l'argent. Franchement, il faut regarder quand même l'état de nos finances publiques. Hein. Je parle sous le contrôle de M. de Sertine, mais on a augmenté de 1000 milliards notre dette en l'espace de 10 ans. 1000 milliards, c'est quand même beaucoup. Bon. Tout ce qu'on continue à faire là, on creuse. Qui va payer? Encore les mêmes, c'est-à-dire les jeunes, ceux qui viennent derrière. Donc on ne peut pas continuer avec des solutions de cet ordre-là. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de consensus et de justice. Il y a des efforts à faire, tout le monde doit en faire, mais de manière différenciée et proportionnée. Bettina Laville, sur le même thème. Alors, moi, je pense que dans l'histoire, il y a eu un grand débat français quand on a changé vraiment de système fiscal. C'était Caillaux qui portait cette révolution, qui est passée à la postérité pour d'autres raisons. C'est l'impôt sur le revenu. Ça a été vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça a été quitter, en fait, une fiscalité qui était totalement inégalitaire pour taxer les gens suivant leur revenu. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque complètement, c'est une réforme fiscale totale fondée sur non pas le travail aujourd'hui ou les revenus issus du travail, mais le carbone, c'est-à-dire combien dépense-t-on de carbone? Est-ce que si on peut en dépenser plus, ça veut dire qu'on est plus riche, ça veut dire qu'on doit être plus taxé, etc. Pour l'instant, ce qui est fait dans la fiscalité, c'est des bricoles. Alors, c'est-à-dire que, premièrement, il y a cette histoire incroyable qu'ont très bien mis en exergue certains économistes, dont Philippe Saint-Denis, etc. C'est qu'on continue de subventionner ce qui pollue. Et ça, il y a eu 3 grands rapports comme ça, et ça continue. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'histoire de la taxe carbone, moi je l'ai connue dès 92, en l'occurrence, puisqu'elle a été proposée en 92, et elle a été flinguée par la France, c'est-à-dire par le ministre de l'économie et des finances de l'époque au niveau européen, en disant « Ah ben non, c'est épouvantable, nous on a le nucléaire, donc il est hors de question de parler de taxe carbone. » C'est ça qui s'est passé en 92. Après, Jospin l'a un peu reprise d'ailleurs, puisque c'est lui qui l'a fondée. Ensuite, ça a été repris par Chirac et Nicolas Sarkozy, mais les deux se sont fait flinguer par le Conseil constitutionnel au nom du principe d'égalité. Pourquoi? C'est tout à fait compréhensible, parce que dans notre droit, le principe d'égalité tel qu'il s'applique, tout simplement, quand vous lisez la Constitution, non pas avec la modernité constitutionnelle due au climat, mais avec une modernité qui s'appuie sur 1789, les principes de 89 et surtout le Code civil, c'est normal que le Conseil constitutionnel, il ne faut pas en vouloir au Conseil constitutionnel. Et c'est pour ça que les jurisprudences avancent, n'est-ce pas Corinne? C'est mieux que moi que ça, très, très lentement. Bon. Donc si vous voulez, s'il y avait, je veux dire, moi je suis très très sensible à ce que dit Corinne sur la nécessité de consensus. Parce qu'on ne va pas y arriver. Parce que moi, j'ai également des étudiants. Ce que vous dit Magali est tout à fait exact. L'éco-anxiété est quelque chose qui monte et qui va faire révolte, en l'occurrence. Bon. Et qui va faire en plus un conflit de génération absolument extraordinaire. Alors, toutes les deux, on en souffre beaucoup parce qu'on est des boomers, donc évidemment des gens archi-gâtés. Le problème, c'est que nous, toutes les deux, on a double peine parce qu'on est des éco-boomers. C'est-à-dire qu'on a dit des trucs avant les autres,
Donc on s'est fait flinguer jeune et maintenant on se fait flinguer vieux. Donc c'est vraiment pas marrant, si vous voulez. Bon, mais enfin on assume. Bon. Donc voilà, le principe d'éco-boomer, je commence à le creuser. Voilà. Mais si vous voulez, donc en fait, en l'occurrence, si on n'arrive pas à avoir un consensus, il est évident qu'on ne va pas y arriver. Et vous voyez très bien que la haine monte, que les tensions sociales montent, que les tensions politiques, même les politiques, il y a quand même plus de politiques aujourd'hui, et d'ailleurs en particulier beaucoup de maires, il faut bien le dire, qui ont compris, je trouve que là, ça a considérablement avancé. Il y a les investisseurs, les grands fonds d'investissement. J'ai vu ce matin une dépêche dans le train de BlackRock qui justement se défend par rapport à certaines industries américaine en disant non, nous on verse complètement sur le développement durable, etc. Si on ne trouve pas... alors, on voit bien d'ailleurs que les politiques recherchent des lieux de consensus. Hein. Alors, là, le Parlement, c'est raté. OK, ça, on a compris. Alors, maintenant, c'est la conférence citoyenne machin. Après, c'est la conférence rénovation truc. Et puis, c'est toutes sortes de conseils qui sont extrêmement utiles autour, qui éclairent. Mais s'il n'y a pas une refondation totale, alors, oh mon Dieu, le mot refondation, je ne sais pas s'il faut l'utiliser, mais s'il n'y a pas, s'il n'y a pas une reprise d'ensemble des fondements, et qu'est-ce que c'est la démocratie ? C'est le consentement à la loi, voilà. C'est, je suis désolée, mais ça se traduit par une réforme fiscale, mais de fond en comble, parce que c'est le principe même, c'est qu'est-ce qu'on taxe ? Eh bien, pas la même chose qu'avant. Donc ça, c'est énorme. Bon. Et troisièmement, c'est bien entendu tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire égalité, fraternité. L'égalité n'a plus du tout le même sens qu'auparavant, puisque par rapport au bien-être, à ces bien-être à moins d'1,5 degré, etc., eh bien, l'accès au bien-être ne se fait plus par l'argent, il se fait par l'accès aux biens essentiels ou à ce qu'on appelle les biens communs. Alors, régler des problèmes globaux à l'échelle nationale, on commence à comprendre que ce n'est pas peut-être le bon échelon. Les régler à l'échelle mondiale, les conférences sur le climat, une ONU verte, enfin bon, c'est pas des choses qui semblent encore mûres ni fonctionner très bien. Alors, attendez, non, mais ma question. Oui, non, ça a été utile, bien sûr, pour la prise de conscience mais on a un échelon politique aujourd'hui en Europe. Hein. Les ministres de l'énergie des 27 étaient réunis hier à Prague pour prendre des décisions avec autour de la crise énergétique. Est-ce que ça serait pas intéressant pour nous Français de ne plus raisonner en tant que Français, mais en tant qu'Européens, pour avoir un consensus à l'échelle européenne, ce qui serait déjà pas mal, même si l'Europe ne représente qu'une petite partie donc à la fois des émissions et des terres émergées. Mais est-ce que ce n'est pas déjà un progrès ? Moi, je dis une seule phrase, parce que je suis sûre que tout est lié, beaucoup de choses à dire. On raisonne au niveau européen. Si on n'avait pas, en matière d'environnement, depuis 30-40 ans, les contraintes européennes, et si on n'avait pas traduit les objectifs du GIEC, la loi nationale climat qui va être résumée, elle ressort d'arbitrage européen, il faut bien le voir. Juste le Haut Conseil pour le climat, hein, que vous connaissez peut-être, donc qui est cette instance indépendante qui maintenant a quelques années, et toujours aussi peu de moyens, mais je passe. Donc ce sont en fait... Il n'y a pas de moyens, le Haut Conseil ? Alors, le Haut Conseil, c'est 13 experts qui sont nommés pour... donc, il y a des scientifiques, il y a des ingénieurs. On est 13 à table. Et puis, on a un secrétariat, et donc nous sommes chargés d'évaluer la politique climatique de la France. Vous ne le savez pas, mais nous vivons sous 2 textes, la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, et puis le PNAC, le Plan national d'adaptation au changement climatique. On en est déjà à la version 2, et vous le savez encore moins, on est en train de faire la SFEC, parce qu'on aime bien les sigles. Ça, c'est bien, moi j'aime bien la ça. SFEC. La SFEC, c'est très Covid-proof, vous voyez ça. La SFEC, c'est la Stratégie française énergie-climat, dans laquelle on aura une SNBC 3, un PNAC 3 et une PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors là, pour en parler au grand public, c'est génial. Personne ne comprend. Toujours est-il que ce Haut Conseil pour le climat, en fait, on est chargé de dire au gouvernement chaque année, vous avez respecté vos objectifs ou pas. Et en gros, c'est comme à l'école, on leur dit, peut mieux faire. Voilà.
c'est pas, vous avez pas fait mal, mais enfin quand même, il manque un peu. Par exemple, pour vos émissions, on a baissé, on a fait moins 6%, c'est bien. Faudrait juste... En 2021 ? L'année, ouais, alors juste après le Covid, on a fait moins 6%. On n'a pas pris le Covid parce que le Covid, forcément, ça compte pas. Donc l'année dernière, on a fait moins 6%, c'est bien. Il faudrait qu'on fasse 3 fois plus 3 vite. fois moins, 3 Voilà. fois moins. Enfin, 3 fois plus. Ce qu'on a fait l'année dernière, il faut qu'on fasse 3 fois mieux. Vous voyez, vous aviez 2, maintenant vous avez 6. L'objectif, c'est quand même d'avoir la moyenne et pour l'instant, il va falloir un peu bosser, quoi. Ce Haut Conseil pour le climat, pour juste vous donner un chiffre, hein, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, ils ont 25 personnes pour faire les rapports dans le secrétariat. Nous, on en a 5. Voilà. Ça vous donne déjà une idée. Et ça fait chaque année, on va demander des postes. C'est comme à Noël, puis on nous parle plafond d'emploi. Bon, je passe. En tout cas, ce que dit le Conseil, c'est la chose suivante. On a besoin aujourd'hui d'avoir au niveau que chaque échelon fasse ce pourquoi il est fait. Les conférences internationales, dans le cadre des lois internationales et des relations internationales, elles ne sont pas là pour aller dire aux États, tu vas faire ça. Elles sont là pour avoir du consensus, pour discuter, pour faire avancer les choses. Au niveau national, nous avons besoin d'un gouvernement, un pilote, un État stratège, qui dise enfin où on veut aller, mais pas que. Quels sont nos objectifs? Quels sont les jalons qu'on se met? Est-ce que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans? Quels sont les moyens qu'on met pour les élus? Parce que c'est bien beau derrière, mais il y a un moment, il faut flécher de l'argent. Et puis ensuite, on a des territoires. Mais ce n'est pas les territoires qui font la stratégie. Pour reprendre ma métaphore du médecin, quand vous avez une opération, vous ne demandez pas à l'infirmière de faire le boulot du chirurgien, sinon ça va mal se passer. Par contre, il faut qu'il y ait un staff à un moment donné qui dise on va opérer comme ça et on va se répartir les tâches. Ça, c'est le travail du pilote. Et on attend du pilote, et c'est ce que disait Corinne Lepage, qu'il soit cohérent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire lundi, on sort des fossiles, et mardi, financer les fossiles. Il y a un moment où, quand vous voulez sortir des fossiles, vous ne faites pas un terminal méthanier au Havre, parce que sinon, ça ne marche pas. Et puis ensuite, il faut qu'effectivement les territoires, et alors là, c'est formidable, au lieu de passer son temps à dire, alors, c'est le millefeuille, après ça a été la lasagne, après ça a été le crumble, enfin, on a plein de métaphores pour nous dire l'empilement. On a les régions, on a les départements, on a les intercommunalités. Ok, on ne va pas tout changer, mais si on donnait à chacun les compétences, si on faisait que chaque échelon soit dans le bon niveau, un maire, il est au direct avec ses administrés. Il ne va pas faire la même chose qu'une interco où là déjà on peut avoir une redistribution. La région aujourd'hui, vous ne le savez sans doute pas, mais c'est la chef-feu de file du climat. Cette région, c'est un organe formidable pour faire dialoguer ensemble des territoires. On parle des départements. Eh bien, nous avons en France des territoires ruraux dans lesquels les problèmes sociaux sont majeurs du fait des distances. Quelles compétences ont les départements? Truc de dingue, la politique sociale. Les transports, on a besoin d'avoir, ce que disait Corinne Lepage, une planification nationale pour savoir où c'est qu'on met les TGV, où c'est qu'on met les ports, où c'est qu'on met les autoroutes, voire où c'est qu'on enlève les autoroutes. Et puis on a des régions qui vont permettre de faire de l'intermodalité parce que la gare TGV, on va pouvoir faire à côté les trains express régionaux. Et puis au niveau de l'intercommunalité, on va pouvoir faire l'intermodalité entre le tramway, voilà. Et puis au niveau de la municipalité, on va pouvoir faire la piste cyclable, mais aussi la navette qui va chercher madame qui a 90 ans parce qu'elle ne va pas faire de la bicyclette, une navette à la demande bas carbone. Et donc vous voyez, on a en fait en France aujourd'hui tous les échelons. On a les compétences et on pourrait se mettre ensemble pour discuter, dialoguer, arbitrer. Et à la fin, on continue à dire c'est trop jacobin, c'est trop centralisé. Et donc les maires disent, enfin les collectivités locales demandent des moyens, et donc voilà. Et puis de l'autre côté, l'État dit ah non, mais on ne peut pas faire. Et donc on s'étripe sur un truc qui est vieux comme en gros la démocratie française, avec des caricatures. Et là vous rajoutez un petit coup de gouvernance. Et la gouvernance, qu'est-ce que c'est? C'est l'art justement de ne pas faire de gouvernement. Voilà. Et vous ne m'avez pas parlé de l'Europe? Alors l'Europe, c'est cet échelon passionnant parce qu'en fait l'Europe, c'est toujours de la faute de l'Europe. Comme ça, c'est pratique, on ne sait pas ce qui s'y passe, mais c'est toujours la faute de l'Europe. L'Europe, par exemple, vous voyez, on est des bons élèves en matière climatique. On est très très bien, on est les meilleurs élèves. L'Europe a retoqué la PAC. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'Europe a retoqué la PAC au motif que c'était pas la PAC française, au motif que c'était pas assez écologique que c'était pas assez bien du point de vue écologique. En revanche, l'Europe, c'est un endroit formidable pour discuter, pour dialoguer. Il y a quand même beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais pas pour décider?
Mais là aussi, on décide, mais on décide pour les choses qui sont décidables au niveau européen. Un principe dans l'Europe, ça s'appelle la subsidiarité. Je pense qu'on pourrait en parler largement. Mais en matière climatique, par exemple, quelle est sa marge de manœuvre? C'est énorme. 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 Corinne Lepage. Oui, sur l'Europe, c'est quand même elle, Bettina a entièrement raison, c'est elle qui nous drive. Les objectifs européens ont été réévalués, vous l'avez peut-être entendu, au mois de juillet de manière extrêmement importante, puisqu'on a maintenant un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. C'est colossal. Ça veut dire qu'en même plus 8 ans, puisqu'on arrive à la fin de l'année 2022, donc 7 ans, il va falloir faire globalement 4 fois ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais en même temps, si j'ose dire, il y a la mise en place de ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire la définition de ce que sont les investissements durables, et énormément d'argent qui est mis sur la table pour ceux qui s'inscrivent dans cette démarche. Et il y a parallèlement un contrôle de la manière dont les États respectent ou ne respectent pas leurs objectifs. Et c'est ce qu'a jugé le Conseil. Micro. Voilà, merci. Ça marche mieux là? Oui. Et j'entre pas dans les détails, mais c'est ce qu'a jugé le Conseil d'État en condamnant l'État français à modifier sa copie parce qu'elle était insuffisante au mois c'était en juillet 2021 avec un délai en mars 2022 qui n'a pas été satisfait. Et il y a effectivement des contrôles qui se font. Vous avez parlé du retocage de la PAC. De la même manière, on est sur la menace d'une amende de quand même 500 millions d'euros, pas tout à fait rien, parce que nous ne sommes pas du tout dans les clous en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables. Nous sommes le plus mauvais en Europe, c'est-à-dire qu'on est vraiment très en retard. On aurait dû avoir 23% en 2020, on était à 17 ou 18%, et l'objectif maintenant est de passer à 40%. Donc je ne sais pas si vous voyez l'effort qu'il va falloir faire pour y parvenir. Et ça, c'est l'Europe qui nous pousse, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est ce qui va permettre aux collectivités de créer des communautés locales d'énergie, de faire de l'autoconsommation collective, de produire de l'énergie localement, de faire travailler les entreprises locales pour qu'elles fabriquent ces énergies, etc., etc. Donc c'est tout à fait encourageant. Je veux dire qu'il ne faut pas voir ça comme étant une punition. C'est au contraire une formidable chance de pouvoir investir, et c'est un fusil à un coup. Parce que, vu les sommes qui sont dégagées, si on les met toutes ensemble, on arrive à 1750 milliards d'euros. Tous les plans confondus. Alors, pas que pour la transition verte, il y a aussi la transition numérique dans le paquet. Mais l'Europe, elle ne va pas dégager 1750 milliards tous les 2 ans. Hein. Donc, on rentre dedans, on en profite ou on n'en profite pas. Voilà. Et donc, le travail de l'État français, c'est d'aider le monde français, entreprises et collectivités territoriales, à en bénéficier. Merci Corinne Lepage. Alors, il nous reste 25 minutes. Alors, on va le consacrer à des questions. Je donne un micro. Voilà. Vous avez la parole pour 25 minutes. Enfin, comprenant les réponses. Hein. Voilà. Levez le doigt, et si la personne qui est assez gentille pour se lever, pour poser sa question, pour que tout le monde la voie. Au deuxième rang, Michel Pétiot-Létang, qui a déjà posé une question au premier débat, mais il a le droit de poser une question au deuxième. Bonsoir, merci. Tout ce que vous avez dit est connu pour beaucoup de gens. Enfin, moi, je suis architecte urbaniste, j'ai écrit 22 livres sur ce problème-là, donc je vous connais presque par cœur. Mais il y a un sujet que vous avez abordé, vous, madame, mais que vous n'avez pas développé, qui me paraît essentiel, c'est la gouvernance. Vous avez expliqué qu'on avait un millefeuille qui marchait relativement bien. En fait, c'est faux. Pardon, madame. L'État, oui. La région, oui. Les départements, non. Pourquoi? Pas dans la forme où ils sont actuellement, parce qu'ils ne gèrent, comme vous l'avez dit, que le social. Il serait plus intelligent, et j'ai travaillé avec M. Alain Juppé à son comité économique et social, et en 2009, j'avais produit un texte, il m'avait dit « Vous avez raison, mais vous n'y arriverez jamais ». Il faudrait, un peu comme en Allemagne, les Länder, même si les départements n'ont pas la même dimension que les Länder, faire qu'au niveau départemental, l'ensemble des communes, des métropoles, suivent une même politique
Donc, moi, j'ai fait une proposition qui consiste à dire, élisons au niveau d'un territoire qu'on peut considérer le département, parce qu'on est très identifié à son département, élisons une équipe qui va faire une politique pour ce département, qui tiendra compte des lois dont vous avez parlé, madame, loi européenne, loi française, etc., mais qui va gérer l'ensemble des problèmes sur tout le département et non pas le département, la SNCF, la métropole et la région qui vient intervenir là-dessus. Si on arrivait à donner à ces territoires, un peu comme ça a été fait pour Lyon, où on a divisé le département du Rhône en deux pour des raisons politiques, vous savez très bien, hein, M. Collomb et M. Mercier, ce qui est une bêtise totale, c'est là qu'on voit que les politiques ont des idées, mais se les coupent par la moitié et font donc des erreurs. Si on arrivait sur un département à avoir une équipe élue au suffrage universel, sur un programme qu'on contrôlerait tous les 2 ans, à travers un parlement local dans lequel il y aurait 40% de femmes, 40% d'hommes, 20% d'adolescents. Ce Parlement contrôlerait l'avancée de ces études. Et on commencerait par parler de la mobilité. Quand on lit le Sud-Ouest de ce matin, on s'aperçoit qu'on envisage d'améliorer la mobilité entre la SNCF, le TER et les transports métropolitains vers 2030. Mais vers 2030, comme vous l'avez dit, on sera déjà à 2 degrés. Et ça sera beaucoup trop tard parce qu'on sera avec cette inertie, peut-être pas 2 degrés, 1,5 degré, 1,5 degré sûr, mais on sera avec cette inertie de tout ce que les défauts, tout ce qu'on fait mal actuellement, accélère, comme vous l'avez dit, augmente l'obligation de résoudre, de résilience. Donc il faut arrêter tout de suite. Vous l'avez dit tout. Hein. Mais donc je propose qu'on revoie cette infrastructure institutionnelle. Ça me paraîtrait assez intéressant. J'ai fait des caméras auprès des caméras, comment ça s'appelle, trottoirs, auprès des gens qui se présentaient aux élections législatives. Tous, je leur ai posé la même question. Tous, ils disent, tous anciens députés, anciens maires, anciens présidents de département, disent « oui, vous avez raison, il faut aller vers ça ». Mais le gouvernement ne va pas. Macron, il va vers la métropolisation, d'autres vont vers la régionalisation, et les départements continuent à ne rien faire sur l'écologie. Ils font que sur le social. Et ce découpage des différentes réflexions et des différentes responsabilités et ensemble ne vous permettra jamais d'arriver au résultat que vous souhaitez et que nous souhaitons tous. Alors, d'abord, je n'ai pas dit que ça marchait. J'ai dit juste que, en fait, la proposition que vous faites, elle est intéressante parce qu'on voit aujourd'hui émerger dans les territoires énormément d'innovations sociales et politiques. Il y a évidemment les maillages administratifs, mais on a aussi d'autres arènes de négociation. Beaucoup aujourd'hui, par exemple, de collectivités locales se dotent de conventions citoyennes, de GIEC locaux, de HCC régionaux. Donc on voit en fait qu'il y a une émergence pour rendre vivante la démocratie. Moi, ce que je dis, c'est simplement la chose suivante. Qu'il y ait des innovations sociales, qu'il y ait des évolutions, c'est le propre d'une démocratie. Qu'il y ait des évolutions du maillage et des compétences, ce sont là encore des choix politiques. Le problème aujourd'hui d'un élu, c'est qu'il travaille dans un cadre qui est le cadre existant. Et donc, étant donné le temps qu'on a, il est absolument nécessaire aujourd'hui de travailler dans les règles du jeu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne les fait pas évoluer, sinon on s'arrête. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, ce que vous proposez est une proposition politique qui a sa place dans le débat démocratique. En revanche, du point de vue opérationnel, ça fait, moi je travaille sur les inondations depuis, je fais ma thèse en 2007. Je peux déplorer à longueur de temps qu'il y ait un empilement de compétences, qu'on n'y comprenne rien, que ça ne soit pas lisible, etc. Il n'empêche qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'on sache qui fait quoi et que selon les territoires, ça évolue beaucoup. Parce que là aussi, les territoires, ils n'ont pas la même histoire politique. Ils n'ont pas la même histoire institutionnelle. On parle par exemple très peu aujourd'hui, et moi j'y tiens beaucoup, du rôle des syndicats de ces corps intermédiaires. Parce que la démocratie, ce n'est pas uniquement les élus. Quand vous avez, par exemple, aujourd'hui sur des territoires, et on le voit bien sur la gouvernance de l'eau pour le coup, on va avoir des agriculteurs, on va avoir des syndicats de bassin, des syndicats de communes, on va avoir des syndicats agricoles. Donc si vous voulez, on a besoin aujourd'hui de rendre pertinent l'existant parce que, très honnêtement, nous n'avons pas le temps. Ça ne veut pas dire qu'en parallèle, on ne réfléchit pas sur d'autres formes de consultation. Et certains, ça va être le tirage au sort, d'autres, ça va être les parlements des jeunes. On a en fait dans nos territoires des tas d'initiatives qui peuvent être repris ou pas. D'ailleurs, il y a des endroits où on essaie de les transposer, ça ne marche pas du tout. Il n'empêche qu'à un moment donné, nous devons faire fonctionner ce qui existe et les compétences. Et il est absolument nécessaire qu'on arrête, d'une certaine manière,
la question institutionnelle devient une forme de discours de l'inaction. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on répète en permanence, ça ne marche pas, machin. Ok, mais sauf que derrière, on n'agit pas. Parce que, effectivement, alors derrière la question de la métropolisation, et ça c'est un autre débat, c'est une vision du territoire. Parce que, et je ne parle même plus du territoire institutionnel, je parle des efforts qu'on doit faire. En gros, on va avoir deux choix, et si on s'appuie sur ce que dit le GIEC. Est-ce qu'on a un territoire aujourd'hui où on concentre les villes et les populations pour faire du bas carbone, avec moins de mobilité, etc. Donc c'est une forme de sobriété. Et on garde les espaces interstitiels pour produire l'énergie, l'alimentation, l'industrie. Ou est-ce qu'on est plutôt sur un mode plus déployé, avec notamment les villes moyennes? Et là, ça veut dire qu'il faut repenser nos transports, il faut repenser nos filières d'avenir. Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle d'aménagement du territoire. Et ce choix n'est pas à l'agenda politique. Tant que nous serons à débattre de pour ou contre le nucléaire, 30% du mix, voilà, et de se demander s'il fallait fermer ou pas fermer Fessenheim, on ne s'en sortira pas. Le sujet, c'est les transports, la mobilité, la sécurité sociale, l'assurance, l'école, la santé. Et donc c'est pour ça là aussi que les compétences, et les élus le savent, quand vous faites du climat, vous faites de tout. Vous faites le 20% du social, vous faites le truc d'aménagement, vous faites la GEMAPI, vous faites tout. Et donc, cette idée-là, elle est aussi de se dire on a besoin de ces choix-là parce que moi, en tant que scientifique, je ne peux pas vous dire s'il faut faire de la métropolisation, s'il faut faire de la ville moyenne ou s'il faut faire du maillage, machin. Par contre, je peux vous dire, si vous prenez cette solution, ça coûte tant. Si vous prenez cette solution, ça coûte tant. Et ça ne sera pas les mêmes qui la mettront en place. Oui, juste deux mots. Il y a un livre qui a été écrit, Magali, par un de tes collègues, malheureusement j'oublie son nom, qui a un très joli titre, qui s'appelle, à propos du climat, « Tant de choses à faire en si peu de temps ». Et je crois que c'est très important ce que tu dis là-dessus. Si on s'enfonce dans un débat institutionnel, on va perdre, par exemple, ce quinquennat. Et ce quinquennat, c'est 0,1 ou 2 au niveau climatique. Donc voilà. Deuxième observation. Alors monsieur, je vais vous faire une réponse extrêmement nuancée. Je suis totalement contre ce que vous dites. C'est-à-dire que le niveau du département n'est pas du tout le bon niveau pour agir sur le climat, pour deux raisons. La première, c'est que le découpage départemental est un découpage qui date d'une époque où ces problèmes-là ne se... Oui, je trouve que je le sais, et il se trouve que je le sais aussi. Donc, en l'occurrence, ça date d'une époque où les problèmes d'aujourd'hui ne se posaient absolument pas. Deuxièmement, comme le dit Magali, l'architecture aujourd'hui institutionnelle donne la compétence à la région. Vous êtes dans une région absolument exceptionnelle, qui a été pionnier, en particulier en matière d'adaptation au changement climatique avec les travaux de Leutreut. Alors, j'avoue que vous devez avoir un petit peu la vision faussée, parce que vous êtes aussi dans un département où il se passe énormément de choses au niveau du développement durable. En Gironde, c'est très important. Donc, je comprends que, vu de la Gironde, on ait cette opinion. La seule révolution institutionnelle, c'est ce qu'on appelle le biorégionalisme, qui d'ailleurs, où la France a été un peu pionnière avec les agences de bassin. Ça serait de dire, le problème essentiel, c'est l'environnement et le climat. Il faut donc redécouper la France par bassin d'équilibre environnemental. Voilà. Et ça s'est fait par les agences de bassin, parce que les agences de bassin, c'est autour de la circulation d'eau, autour d'un fleuve. Ça a été complètement... Les agences de bassin étaient un truc absolument exceptionnel. Ça a été complètement faussé, parce qu'il faut quand même dire les choses par leur nom. Le monde agricole s'est complètement opposé à tout ce qui était taxation des pollutions agricoles. Voilà, alors ça c'est tout un débat. Mais en l'occurrence, ça serait ça la vraie révolution. Mais remplacer les compétences départementales par les régionales, par les départementales. Alors, en revanche, c'est vrai que le niveau métropole est important parce que vous avez aujourd'hui un besoin de réconciliation et de porosité entre la ville et son milieu environnement pour arrêter l'apport des ressources en grande distance, etc. Ça, c'est vrai. Mais
accrochons-nous à ce que nous avons. Alors les régions, c'est pas génial avec les nouveaux découpages, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, je veux dire. Moi, vous voyez, Mais c'est mieux que rien. je suis Charente-Maritime du Nord, d'accord. Bon, alors, mais je veux dire, au niveau de Biarritz, j'ai plein d'affinités, si vous voulez, hein, mais c'est dans la même région. Ça a été malvenu. Mais pour l'instant, ça existe, il y a des schémas qui sont faits. Dernière chose très rapide. On parle aujourd'hui beaucoup de planification. Alors, moi, je trouve que, d'abord, la planification, elle existe, parce qu'il y a plein de schémas. Il y en a, en veux-tu, en voilà, je veux dire, il y a des élus dans la salle, vous avez 15 schémas dans le département, 10 dans les régions, etc. Ce qu'il faut, c'est quand même simplifier. En même temps, c'est compliqué parce que c'est complexe, hein, les deux sont vrais. Mais il y a une simplification institutionnelle à faire, et surtout pas de changement de compétences. Et dernière chose, surtout pas de compétences optionnelles. Ce qui est absolument terrifiant, c'est que pour faire plaisir aux élus, les différents politiques ont dit « Ok, alors attention, la région a telle compétence. » Mais c'est vrai que vous pouvez aussi en avoir d'autres qu'ont les départements. Alors, et vous avez d'incroyables sous-parties, c'est-à-dire vous pouvez vous occuper pas des sports, mais, enfin je dis là, honnêtement je ne me souviens plus par cœur, vous n'êtes pas compétent sur le sport, mais tel sport si. Ou alors, vous n'êtes pas du tout le département, vous êtes compétent sur la biodiversité, mais bien entendu, il y a un schéma biodiversité à la région aussi, etc. Tout est comme ça. Là oui, il y a quelque chose à faire, mais l'échelon régional doit être gardé. Alors, une autre question, monsieur. Oui, c'est une question, comment dirais-je, Bettina a tendu la perche à Corinne Lepage qui n'a pas répondu tout à l'heure. Si je résume ce que vous avez dit, premièrement, il y a le feu. Et deuxième observation, c'est que la gouvernance est pleine d'entropie et qu'elle n'avance pas. Alors devant ça, il y a une révolte de la société civile qui se manifeste par la justice climatique. Évidemment, la justice climatique est au début, elle est universelle, elle est à la gloire des États démocratiques, puisque les États à forte direction et disons dictatoriaux n'ont pas cet instrument extraordinaire. Est-ce que dans le contexte de l'urgence climatique, on peut continuer à faire confiance à la justice climatique? C'est une question faite pour vous. C'est une question. Bettina m'avait tendu la perche tout à l'heure et puis je l'ai effectivement pas saisie. Non, mais le sujet est important, pas seulement, je dirais, sur un plan juridique. C'est autre chose. La justice climatique, il faut savoir que ça couvre à peu près 2000 procès dans le monde aujourd'hui qui sont menés contre des États parce qu'ils n'en font pas assez, contre des entreprises parce qu'elles font de l'éco-blanchiment et parce qu'elles n'en font pas assez, et de manière plus large pour obtenir réparation pour des gens qui ont perdu tout du fait du dérèglement climatique. Alors, ça peut paraître peut-être un peu bizarre à un certain nombre d'entre vous, mais c'est un mouvement qui est extrêmement puissant. Il est extrêmement puissant parce qu'il est articulé par la société civile, une prise en charge du sujet par cette société civile et par la justice, par les juges. Et il y a, j'emploie souvent ce mot, une course à l'échalote entre les juridictions suprêmes pour être les plus en avance, les meilleurs sur le sujet. De telle sorte qu'on assiste, parallèlement à ce qu'on a dit sur les conventions internationales, qui rencontrent toutes les difficultés que l'on connaît, sur l'émergence d'un mouvement de droit international qui se construit de manière totalement différente. C'est-à-dire qu'il se construit par la base. Les décisions sont rendues au niveau national, mais chaque décision nationale va servir à d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, la décision rendue par les Pays-Bas dans la première affaire, qui est l'affaire dite Urgenda, où les Pays-Bas se sont fait condamner à passer de 19 à 25% en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, a eu des effets sur la France, sur l'Angleterre, sur plein d'autres pays. Des projets dits climaticides, c'est-à-dire augmenter la taille des aéroports, par exemple, ont été retoqués en Angleterre sur la base d'une jurisprudence à peu près comparable. Et je viens de voir aujourd'hui même que Amsterdam avait décidé, pourtant Schiphol est une très grande plateforme aéroportuaire, de réduire ses vols.
Donc, si vous voulez, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, y compris à l'égard des entreprises, parce qu'il y a au moins une décision qui a été rendue, qui est une décision Shell, qui a été rendue en juin 2021 à La Haye, qui condamne Shell, alors je ne vais pas faire du juridisme et je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors, c'est frappé d'appel, bien entendu, mais inutile de vous dire que ça a fait du bruit dans Landerneau et que derrière, il y a toute une série d'actions qui sont lancées, y compris sur la base de ce qu'on appelle le devoir de vigilance, qui était un concept français, qui est devenu un concept européen, pour voir dans quelle mesure les entreprises prennent effectivement en charge les responsabilités qui sont les leurs. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer parallèlement à ce que font directement les gouvernements. Parce que précisément, il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière ces actions, il y a beaucoup de trusts d'enfants, il y a beaucoup de jeunes. Ils considèrent que la situation est inacceptable et qu'il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Merci beaucoup. Alors, mes deux voisines n'ont rien à ajouter. Par contre, je vous engage à poser une dernière question, puisqu'on s'achemine vers la fin de ce débat. Donc, à qui la dernière question? Elle est à prendre. Madame, au troisième rang, ici, on va vous donner le micro. Bonjour. Déjà, merci à toutes les trois pour vos apports très complémentaires et très instructifs. Vous avez évoqué un sujet pour moi tout à fait important qui est l'éco-anxiété. Et vous avez dit que c'était donc un phénomène qui montait et qui risquait de faire révolte. Et je voudrais savoir si, dans les instances où vous êtes, cette question a été appréhendée et si il y a des actions de prévention pour l'éviter. Vous m'avez fait beaucoup rire aussi quand vous avez parlé de l'éco-boomer que vous êtes, puisque je me suis retrouvée dans ce que vous dites. Moi, je suis de la génération qui a connu Tchernobyl, qui a connu les plages polluées par les pétroliers qui échouaient. Et donc, j'ai été très vite sensibilisée à l'environnement. Et aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans, et je fais partie un peu des boomers aussi. Et de ce fait-là, je ne voudrais pas qu'on clive la société entre les jeunes et les moins jeunes. Et surtout, ce qui me dérange, moi, parfois, c'est que j'entends certains discours dire les jeunes vont prendre la suite et puis ils vont régler cette affaire-là, alors que ça doit être vraiment une affaire collective. Voilà. Bettina Laville. Si vous vous sentez boomer à 50 ans, c'est pas très gentil parce que nous, on est des super boomers. Alors, c'est compliqué, si vous voulez. Ça veut dire qu'on est des éco-super boomers. On va finir par plus comprendre. C'est comme le... Voilà. Alors, bon. Alors, l'éco-anxiété. Corinne a écrit en 96, si je ne m'abuse, un livre qui s'appelait « On ne peut rien faire, Madame... » Alors, à ce moment-là, elle disait le ministre. Maintenant, elle dirait Madame la ministre. Et où elle racontait très bien que les ingénieurs des mines et les ingénieurs des ponts, quand un ministre comme elle, très engagé, était au pouvoir, lui disait « Ah non, madame, ça, c'est pas possible. » Moi, je l'ai connu dans plusieurs cabinets, oui, beaucoup, à la présidence de la République, tout ce que vous voulez. Et effectivement, à ce moment-là, on était très, très brimés, en fait. Bon, ça change. Et ça, il faut quand même le dire. Vous avez tous entendu parler des appels des jeunes qui sortent de l'agro, de l'X. Il y a quand même, justement, Worms me disait qu'il y avait de plus en plus de gens anormaux, etc., qui disent qu'ils ne veulent pas s'engager dans des sociétés qui ne font rien ou font peu de choses ou font pas assez pour le climat. C'est un mouvement puissant et pour répondre à votre question, je trouve que c'est une antidote à l'éco-anxiété. Parce que si vous voulez, l'éco-anxiété, il y a deux manières de réagir. Il y a le fait, effectivement, ce que racontait Magali, c'est-à-dire que le pire pour moi, c'est les jeunes qui disent qu'ils ne veulent plus avoir d'enfants pour ne pas donner à leurs enfants des conditions de vie épouvantables. Ça, c'est quand même très grave parce que ça met
en cause la perpétuation de l'espèce. Enfin, c'est vraiment le désespoir pur, ça. Je veux dire, en plus, il faut bien voir que l'humanité, par exemple, il est prouvé sur le plan historique que les gens font des enfants pendant les guerres. Donc là, c'est le degré au-dessus. Donc il y a effectivement cette manière de réagir qu'il faut respecter. Et je trouve que nous avons un devoir collectif, toutes les sociétés confondues, politiques, civiles, tout ce que vous voulez, scientifiques, à combattre ça et à dire qu'il y a des solutions. Et moi, je suis toujours très attentive quand j'interviens en disant que, bah oui, ça ne va pas très bien, à ne pas verser dans le catastrophisme parce que ça alimente ça. Donc ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est d'agir. Voilà. Et là, je trouve qu'il y a une montée de l'action, malheureusement, peut-être pour l'instant, trop au niveau des élites. Et ça, il y a un problème de formation des classes populaires jeunes absolument énorme. Mais il y a une montée de l'action qui va donner des choses. Voilà. Simplement, faire tant de choses en si peu de temps. Magali Agueza, le mot de la fin. Alors, d'abord, le GIEC, il est démontré aujourd'hui que la question du changement climatique affecte d'ores et déjà la santé, et notamment la santé mentale. Alors, dans la santé mentale, ce n'est pas uniquement l'éco-anxiété, c'est également les conséquences de catastrophes. Et malheureusement, je pense que dans la région, avec tout ce qui s'est passé, on voit bien l'augmentation des suicides. On a beaucoup, après des catastrophes, on constate, on ne sait pas encore bien pourquoi, mais des augmentations de la schizophrénie des adolescents. Enfin, il y a des tas de pathologies qui se déclenchent, y compris des pathologies psychiques. De fait, on a aujourd'hui des adolescents qui, déjà fortement éprouvés par le Covid, ont des moments de retrait, de dépression sévère. Ça inquiète beaucoup les parents. Les psychologues ne sont pas formés. Et là aussi, il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. On voit bien aujourd'hui que l'état de la pédopsychiatrie en France, en fait, est révélé par cette éco-anxiété qui s'est conjuguée avec le Covid, notamment parce qu'on en parle plus, et donc ça se déclare. Au-delà de l'éco-anxiété, moi, ce que je vois avec mes étudiants, c'est finalement, et ce que je trouve très grave dans ce qui s'est passé dans les prises de position des étudiants de l'X, de l'agro, etc., c'est le retrait. Parce qu'on peut raconter ce qu'on veut, mais on est là quand même dans des cercles, on peut le déplorer ou pas, qui forment les décideurs de demain. Or, si aujourd'hui, les jeunes qui sont formés pour prendre la relève ne vont plus dans les cabinets, ne vont plus dans les entreprises, etc., c'est une perte sèche. Ça veut dire que ces gens ne considèrent même plus que les choses pour lesquelles ils se sont engagés dans une voie exigeante, passer des concours pour arriver à l'agro, pour arriver à l'X, etc., c'est des années de jeunesse qui sont... c'est compliqué. Et donc, effectivement, ce retrait-là et ce repli, c'est aussi ce qu'on voit aujourd'hui sur des formes de retrait et de repli au sein de la société, dans des cercles. Alors, on peut s'enfermer dans sa chambre, un peu, vous savez, le modèle des Japonais où on sort plus, on se lave plus, on est dans son truc, c'est le métaverse. Enfin, il y a plein d'images derrière. Le troisième point, je rejoins Bettina, c'est que il faut bien comprendre que le changement climatique, c'est pas demain, c'est ici et maintenant. On a une surmortalité on a une surmortalité cet été qui est déjà 11 000 décès. C'est pas le Covid. Et donc, effectivement, les jeunes, et je pense notamment aux jeunes étudiants, parce que les CROUS sont des passoires thermiques, parce que les bourses sont pas à la hauteur, parce qu'on a un système délirant où on envoie des tas de gamins dans des filières où ils n'auront pas de boulot, ils sont en échec scolaire, etc., sont des situations d'anxiété générale où ils doivent en plus subvenir aux besoins des familles, doivent travailler avec une situation économique terrible. Donc, ils s'en prennent plein la figure et effectivement, on est dans cette logique qui est, on a peur de l'avenir, et ce n'est pas forcément eux d'ailleurs qui sont les moins impliqués dans le climat. C'est simplement qu'à un moment, on a cette difficulté aussi à accéder à la connaissance et au savoir. Je suis intervenue il y a quelques mois de ça dans un lycée professionnel agricole. J'ai pris en pleine face la crise du monde agricole plus la crise de l'éco-anxiété, ce qui était terrible parce qu'on avait des enfants d'agriculteurs productivistes qui se prennent de l'agro-bashing toute la journée et qui me disaient, mais on est déjà dans une filière agricole parce que, en gros, c'est de père en fils, on ne va pas pouvoir acheter l'exploitation de nos parents, et en plus, nos parents, c'est en gros des salopards parce qu'ils nous ont pété la planète. Et donc, vous voyez, il y a toutes ces injonctions contradictoires, et ça, c'est à nous, adultes, à aussi apporter une réponse. Maintenant, très concrètement, sur cette éco-anxiété, je vais vous parler de risques, parce que pour l'avoir vécu, je peux dire une chose, sur les risques, c'est prouvé. Quand on a un discours de clarté, dans lequel on pose le diagnostic, on pose les solutions, on pose les coûts et les bénéfices, et bien déjà, ça va mieux. Beaucoup de maires nous disaient,
on ne veut pas former les collectivités, on ne veut pas former les gens de la commune parce qu'ils vont avoir peur. Si on commence à afficher les repères de crue, si on commence à afficher la pastille idiote, voilà. En fait, on se rend compte de tout l'inverse. Il y a ce moment où, qu'on a tous, hein. Je peux vous dire que moi, tous les mois, quand je vais au HCC et que je discute avec les collègues climatologues, j'ai le moment entre le 10h et le midi où je me dis... Et puis l'après-midi, je me dis, non mais c'est bon là. On a discuté, il y a des options, il y a des solutions. Ça ne sera jamais parfait, mais on peut y arriver. Et l'anxiété retombe. Et donc, c'est ce que dit aussi le GIEC. Il est nécessaire de produire de nouveaux récits mobilisateurs, autour de valeurs qu'on doit définir, autour de dissensus aussi politiques que nous devons construire. Le dissensus, c'est la base du consensus démocratique. On n'est pas tous d'accord. On n'était pas d'accord, mais peu importe. Et je crois que cette idée-là, elle est importante parce que de dire à chaque fois c'est anxiogène, c'est exactement ce qui fait qu'on ne parle pas des choses. Et donc ensuite, les jeunes nous disent bah, vous nous avez menti, vous nous cachez des choses. Mais si vous nous cachez des choses, c'est qu'en fait, vous nous mentez. Plutôt que de proposer ce récit en le posant sur la table et en les embarquant. Et derrière, évidemment, il y a aussi besoin d'investir au niveau de l'ensemble des leviers sociaux sur la pédopsychiatrie, former. J'insiste, hein, c'est très important. Les écoles, les parents. Moi, ce que je vois aujourd'hui aussi, c'est beaucoup de parents, de jeunes parents qui sont en larmes dans les conférences, qui nous écrivent pour nous dire « Mais madame, est-ce que vous ne nous mentez pas ?» Et je crois qu'on a aussi cette responsabilité-là en leur montrant que les formes d'engagement, ça peut être les partis, ça peut être les syndicats, ça peut être l'association étudiante, ça peut être... Voilà, on a une vie associative en France qui est une des plus riches. Le comité 21, ils sont super. Les partis, voilà. Et certains feront la grève pour le climat, et puis d'autres, ils iront prendre leur carte aux jeunes je sais pas quoi, et puis les autres, ils iront au Resto du Cœur. Quand ils vont au Resto du Cœur, ils luttent aussi contre les impacts, parce que quand vous êtes pauvre, eh ben vous êtes plus fragile par rapport au climat. Et donc c'est partout en fait. Et c'est ce discours-là que moi j'ai envie de porter cette fois-ci en tant qu'enseignante, parce que je sais aussi une partie de mon métier. Voilà, leur dire, ouais, après tout, nos grands-parents, quand ils sortaient de la guerre, c'était pas beaucoup plus joli, hein. Et ils ont réussi à faire des choses, à transformer un pays. On avait les communistes et les gaullistes, hein. C'était pas non plus le moment le plus sympa au Parlement, j'imagine. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, la Sécu n'existait pas. Regardez ce qu'on a réussi à faire à un moment donné, ça s'est pas fait parfaitement, hein. Et je pense que ces exemples aussi, ce retour à l'histoire, peut aussi leur permettre de se projeter à nouveau dans un futur qui peut encore être désirable sans leur mentir, hein. Il n'y a pas le Père Noël qui va débarquer, hein, ça c'est sûr. Mais ils n'y croient plus depuis un moment. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois. Merci beaucoup pour...